Voyage en récit, Olivier Risser. et Geoffroy Scrive. Olivier Risser, dans cette conversation aujourd'hui poétique au sujet de Jean Lavoué, que nous avons eu la joie d'avoir à ce micro il y a quelques mois, vous avez écrit La sève et le ruisseau, poésie de la présence avec Jean Lavoué, en précisant peut-être la majuscule à présence, aux éditions À l'ombre des mots, dans la collection L'œil du ciel. Pour introduire notre conversation à son sujet, je vais prendre ce passage qui est à peu près au milieu de votre ouvrage. La poésie est d'abord affaire de grand air, de marche et de cueillette. Ce qui s'écrit ensuite ne fait que raconter, dire et proclamer ce poème en la vie. La poésie qui s'écrit n'est rien à comparer à celle qui se vit, disait Xavier Graal dans Le cheval couché, et vous le citez, « À quoi bon caresser tes meubles, à quoi bon soulever l'archet, si tu oublies la musique familière du vent dans les feuillages ?» Peut-être pouvons-nous commencer par cette marche, revenir sur cet exercice, si je puis dire, à la fois physique et d'observation, de contemplation de la nature, si cher à Jean Lavoué, qui, si je puis dire, est à la fois une introduction et un moyen prépondérant, inévitable, pour entrer en poésie. Est-ce également le vôtre, Olivier Risser ? Oui, et merci d'avoir choisi ce passage. Et le hasard, si je puis dire, veut qu'en préparant cette émission, j'ai feuilleté Ce rien qui nous éclaire, un des premiers recueils de poésie de Jean Lavoué, préfacé par Gilles Baudry. Voilà. Et ce que dit Gilles Baudry dans sa préface rejoint le propos que vous venez de lire. Il écrit, Gilles, « La poésie ne se trouve pas d'abord dans les livres. Elle sautille comme un oiseau ivre sur les branches de nos vies. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que il ne nous dit pas que la poésie ne se situe pas dans les livres, mais qu'elle ne se situe pas d'abord dans les livres. Ce qui veut dire que c'est d'abord une façon d'être au monde, et Gilles Baudry d'écrire également, c'est une manière d'accueillir la parole. Alors oui, pour moi, la poésie, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette poésie de Jean Lavoué, c'est un rapport au monde. La poésie est une promenade, d'abord dans la nature, une façon d'éprouver son corps, avec les éléments naturels, de sortir au grand air. Et une fois que l'on a accueilli ceci comme rassemblé en soi, on peut le coucher sur le papier, mais ce n'est que la résultante. Il faut insister sur peut-être le rapport de Jean Lavoué, comme celui du frère Gilles Baudry de Landévennec, avec cette nature ici bretonne, parce que Jean Lavoué, né dans l'Ille-et-Vilaine, du côté de Saint-Malo, vit du côté de Lorient, c'est un familier du Blavet, il y revient souvent dans ses textes, il marche le long de ce cours d'eau, donc il y a forcément un rapport très important, évidemment à l'eau aussi qui passe, qui irrigue tout. Nous réalisons cette émission à Pont-Aven, à librairie la pension Gloanec. Évidemment, nous ne pouvons qu'admirer ce cours d'eau qui passe en contrebas de cette rue. Y a-t-il là quelque chose de poétique dans ce cours d'eau à la fois qui passe et qui demeure ? Le Blavet. Oui. Oui. Eh bien, évidemment. Et c'est pourquoi j'utilise la périphrase le poète du Blavet pour parler de Jean Lavoué, car je le sais, moi je fréquente également ces lieux et je les connais bien et je sais à quel point ils sont pour lui source d'inspiration et comment il en retire quelque chose que je pourrais dire la substance de son propos est dans ce fleuve qui, comme vous le dites, passe et demeure à la fois. Il est nourricier, le fleuve du Blavet, et là où Jean Lavoué trouve, je pense, une grande partie de son inspiration en marchant, c'est cette partie du fleuve qui est aussi, et c'est intéressant symboliquement, soumis aux marées. Donc qui accueille le grand large et qui accueille également les marées étant le mouvement de l'univers. Moi, j'aime regarder bien sûr le fleuve à ce moment-là, mais aussi quand je vais au bord de la mer, je me dis tiens, dans chaque vague finalement, puisqu'on sait que c'est l'influence de la Lune, et dans chaque petite vague qui monte et qui revient, il y a tout l'univers en fait qui est en train de s'exprimer. Comme des résultantes.
Exactement, tout à fait. Comme l'énergie en fait qui est là en fait, hein, l'énergie de l'univers qui est en chaque vague et qui est ressentie, je pense, intimement par le poète lorsqu'il marche. Nous avons cité donc le frère Gilles Baudry. Je reviens donc à la page précédente, celle que nous avons pu lire. Les premiers mots d'un poème naissent toujours d'une marche. Toute marche est une marche spirituelle, écrivait Xavier Graal. C'est bien aussi la vie de Jean Lavoué. Alors, il y a le rapport donc avec la prière. Est-ce que pour vous également, comme pour Jean Lavoué et le frère Gilles Baudry, écrire est une prière? Je crois que vous l'écrivez ici un petit peu plus loin. Mais c'est l'homme et non le poète qui a besoin d'écrire. Et vous citez ce passage. J'ai découvert un jour qu'écrire était une forme de prière et que les mots creusaient en moi des puits de silence où je n'étais jamais descendu. C'est tiré des carnets de l'enfance des arbres. Il faudra revenir sur les arbres et sur l'enfance des arbres, si cher à Jean Lavoué. Exact. Alors oui, ce rapport donc à la fois la marche et la prière, c'est une marche orante. Hein, on est dans une oraison de la nature avec les éléments, comme expression du don de création. Et on rejoint en cela, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, Éti Ilesum et sa spiritualité qui s'exprime dans chaque partie du quotidien, dans chaque élément, et en même temps ce bonheur de se retrouver seul avec les éléments. Alors chez Jean Lavoué, il y a quelque chose qui est très proche de la poésie de René Guicadou, hein, oui. à laquelle il a consacré d'ailleurs un ouvrage. Je dis auquel parce qu'il a consacré autant l'ouvrage à René Guicadou, peut-être plus même qu'à simplement sa poésie, hein. Et il l'appelle le petit frère des marais. Et effectivement, chez René Guicadou, on trouve une sorte de communion avec la nature, et la nature devient l'église en fait. Voilà, et cette église qui est René Guicadou dit Dieu, j'ai cassé des cailloux, enfin pas avec les cailloux, j'ai cassé les vitraux de ton église à un moment donné, il dit, et puis il se retrouve effectivement en communion avec les éléments naturels, et cela l'aide à rejoindre effectivement le sacré. Il y a quelque chose de cet ordre-là que nous propose Jean Lavoué dans sa poésie. Nous avions parlé avec Jean Lavoué justement des arbres, et qui avait comme figuration dans nos églises justement ces colonnes. Parfois les piliers, notamment dans les églises cisterciennes, qui rappellent en fait ces forêts un peu primitives dans lesquelles l'homme pouvait prier. Là, il se met à l'abri dans les églises, à l'abri de la voûte supportée par ces arbres que sont les colonnes. Vous citez évidemment Éti Ilesum. Je reviens dans votre ouvrage La Sève et le ruisseau. Vous écrivez justement ceci. Le journal d'Éti Ilesum que Jean Lavoué a tant fréquenté contient de très beaux exemples de cet emploi du tu. Il faudra revenir justement sur les emplois des personnes, les sujets, le je, le tu, le nous et le on. Pour se parler à soi-même avec la bonne distance, sans complaisance, mais toujours avec joie. Et souvent chez Ilesum, un réel humour. Il y a une petite note, je crois qu'il est important de mentionner. Vous la citez, hein, fait partie du journal d'Éti Ilesum, entre juin 41 et janvier 42, publié au Seuil. Elle écrit ceci. « Ma petite, tu ne me plais pas en ce moment. » Donc elle parle d'elle-même et à elle-même. « Tu recommences, je crois, à te laisser impressionner par ton état de santé. Ce qui importe, c'est de se détacher du petit moi pour se tourner vers le travail, vers les autres. Une fois de plus, tu te vautres dans le luxe de ton âme. » Alors c'est à la fois rude, c'est austère, mais c'est à la fois très vrai, c'est contre le moi et le surmoi dont nous sommes un peu les fruits aujourd'hui, qui semblent palpables un petit peu partout, non ? Eh oui, tout à fait. Et ce passage ne peut que plaire à Jean Lavoué, et toute sa poésie finalement est empreinte de cette spiritualité, à la fois très proche de Saint-Augustin, comme je l'écris dans Éti Ilesum, un chant de vie par-delà les barbelés. Et Jean Lavoué l'avait lui-même remarqué, qu'il l'écrit dans Christ Blues, un ouvrage qu'il a fait paraître en 2012. Maintenant, je crois que le livre est épuisé, enfin, peu importe, dans lequel il relève cette parenté entre Ilesum et Saint-Augustin. Mais chez Saint-Augustin, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas ce trait de légèreté, alors qu'on va retrouver justement ce petit pas de côté chez Éti, où ce tutoiement
pour s'adresser à elle-même. Alors elle passe du jeu effectivement au tu, et où on retrouve une certaine légèreté, c'est-à-dire qu'on peut faire attention à ses défauts, hein, bien sûr, se les dire vertement, et en même temps ne pas, comme vous le dites, être dans le surmoi ou alors l'écrasement moral. Et ça, c'est quelque chose qui se reflète beaucoup dans la poésie de Jean Lavoué. On n'est pas dans quelque chose qui enferme, au contraire quelque chose qui libère. Très sensible à cet appel de la liberté aussi, dans cette façon de s'adresser à soi. Alors, justement, on cite là Etty. Jean Lavoué écrit à un moment donné « N'attache pas plus d'importance à ce qui fleurit en toi qu'à ce qui te désole. » N'attache pas plus d'importance à ce qui fleurit en toi qu'à ce qui te désole. Et chez Etty, il y a aussi cette façon de s'accepter. Voilà, je dois m'accepter. Alors elle prend une façon de s'exprimer un peu différente, où elle dit n'attache pas plus d'importance à ce qui va mal qu'à ce qui va bien. Accepte aussi que le quotidien soit fait de choses qui vont mal. Là, chez Jean Lavoué, il part de l'inverse. N'attache pas plus d'importance à ce qui fleurit en toi qu'à ce qui te désole. Et il finit par dire « soigne le paradoxe ». Quel était l'attachement justement de Jean Lavoué par rapport à ça chez Ilsum, et je pense aussi à la pensée de Simone Weil par rapport à la souffrance notamment. Elle a un passage comme ça sur la foi chrétienne qui dit il n'y a pas un usage, il ne faut pas se morfondre en fait dans sa souffrance, il faut l'accepter telle qu'elle est, et il y a un usage surnaturel justement de la souffrance. Oui. Comment cela peut-il s'incarner et justement résonner en nous à travers la poésie ? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Dans La pesanteur et la grâce, oui. Je crois qu'il y a un papier sur la souffrance et donc sur le mal aussi. Ce que j'observe quand je lis les poèmes de Jean Lavoué, il y a une constante, je crois. C'est que l'affectif est important. L'affectif, c'est ce qui nourrit nos vies, nos rapports, nos relations, est toujours tendu, j'allais dire suspendu, mais tendu par un fil au spirituel. Et ce qui évite à cet affectif de tomber, j'ai envie de dire, dans le pathos. Voilà. L'affectif n'est pas nié, il est transcendé tout en étant accompli par ce lien spirituel qui va unir les gens. Le poète et son lecteur, le poète et ses amis, pour aller vers un amour élargi. Voilà. Vous ne trouverez pas dans la poésie de Jean Lavoué de complaintes amoureuses, de complaintes tout court. Tout ce qui est écrit pour aller vers l'autre, pour s'adresser à l'autre, pour être, comme il le dit, source pour autrui. Et tout cela fait comme un cycle, puisque l'on nourrit de cet amour élargi, de cet affectif tendu vers le spirituel, eh bien on arrive à un mouvement constant de joie, d'allégresse, malgré les difficultés. Ce n'est pas une joie, ce n'est pas une allégresse qui contourne, qui élude les difficultés, mais au contraire qui les englobe, qui les prend dans son sac. Et on revient sur finalement l'idée de la marche. Voilà, je marche avec ce sac de souffrances, de difficultés, d'épreuves, mais je vais constamment vers la joie parce que je m'ouvre aux autres. Est-ce que c'est cette ouverture aux autres qui explique en fait le long passage que vous faites dans ce livre au sujet du jeu? Alors j'ai juste cité un passage, nous sommes page 23. Avec ces vers inauguraux, j'aime les sourciers qui percent le secret des mondes, voilà la citation. Le je, premier venu du recueil, nous sommes dans le chant ensemencé, le je premier venu du recueil est d'emblée relié à une communauté dont les vastes contours sont déjà quelque peu dessinés. C'est-à-dire que c'est pas une introspection pour lui-même, quoi. Non. Alors, il est vrai qu'en poésie, le jeu n'est jamais entièrement fermé sur lui-même. C'est pas simplement un jeu autobiographique. Parfois même, parfois ce jeu peut être trompeur. Par exemple, si on prend, je fais un aparté, si on prend Baudelaire, vous prenez Les Fleurs du Mal, il y a beaucoup de jeux. Mais ce jeu-là ne représente pas Baudelaire. On a longtemps cru qu'il parlait de lui, mais souvent il y a des pièges quand on connaît bien il peut parler de quelqu'un d'autre qui prendrait la forme du jeu. Bon, le jeu poétique, il est toujours amené à rencontrer d'autres jeux. Mais effectivement, peut-être aujourd'hui, avec les écritures du soi, enfin du moi, j'ai envie de dire, on a de plus en plus un jeu qui est fermé, voire enfermant. Alors tout ça pour dire que chez Jean Lavoué, ce jeu, il est toujours appelé
même dans des poèmes où, comme celui que vous citez, où il est dans le vers inaugural, toujours appelé à rejoindre la communauté, et ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, hein, l'amour élargi. Et alors on va avoir un emploi d'un autre pronom, bien plus fréquent, et le pronom, je pense, préféré de Jean Lavoué, celui qu'on trouve le plus dans sa poésie, le pronom sujet, c'est le nous. Et ce nous, il dessine toujours comme vous le dites très justement, une communauté. Et cette communauté, elle est appelée à se constituer, se reconstituer constamment. Communauté de responsabilité et communauté aussi tendue vers un avenir, vers une espérance. Voilà. Et donc constamment à reconstituer, à nourrir aussi d'une parole. Et cette parole, elle doit être entièrement, entièrement positive, le mot serait mal choisi, mais ouverte en tout cas au vent de l'espérance. Voilà. Je reviens sur une note justement à propos de ce jeu, je vais peut-être faire un mauvais jeu de mots, mais j'en ai l'habitude, pardonnez-moi. Nombreux qui s'essayent à l'écriture poétique s'encombrent du jeu et s'abîment dans une contemplation du même. J'ai failli lire un petit peu trop rapidement la première fois que j'ai lu ce passage, dans une contemplation d'eux-mêmes. Eh oui. Vous y pensiez en écrivant cela. Bien sûr, tout à fait. Et j'ai écrit dans contemplation du même parce que finalement on est dans un miroir. Hein, voilà. On finit par se regarder soi-même et c'est le même qui revient sans arrêt. Et le même, non pas l'autre, non pas le nouveau. Alors qu'il est important, effectivement, quand on s'ouvre au nous, à la nature, voilà aussi s'ouvrir au nouveau. Chez Jean Lavoué, il y a dans sa poésie l'emploi assez, bon pas fréquent, mais qu'on retrouve à plusieurs reprises, du vent. Oui. Hein, être comme l'arbre, accueillir le vent. On va retrouver ce couple de l'arbre et du vent. Alors l'arbre, il est solide, il est tendu, il est tendu vers le haut, en même temps il est enraciné, il ne bouge pas. Donc il y a une acceptation de l'arbre qui est là où on l'a planté, finalement il va pas ailleurs. Et puis il est ouvert à tous les vents, et je crois que on peut voir dans cette idée de vent la métaphore de la nouveauté. Mais pas seulement la nouveauté, ce serait un peu facile, pas seulement la nouveauté, les aléas. Voilà, le vent, il peut souffler dans tous les sens, il peut être plus ou moins fort, plus ou moins violent, et c'est aussi l'image d'une grande acceptation de la vie. Peut-être sur ce propos de l'arbre, revenons sur ce que vous en dites, parce que évidemment Jean Lavoué a créé son blog en 2007, L'Enfance des arbres, tiré du titre de son recueil éponyme. Forcément, l'arbre prend toute sa place dans votre recueil, d'ailleurs intitulé « La sève et le ruisseau ». Commençons par cet élément constitutif de l'arbre qu'est la sève tirée du ruisseau, mais le poète sait qu'il doit apprendre à imiter l'arbre. Il sait donc que sa vocation à lui aussi est d'apprendre à se tenir à la fois immobile, debout, et à s'étirer, les pieds bien ancrés au sol, de tout son corps vers le ciel pour s'approcher du mystère de la lumière dans une totale acceptation de la vie et ouvert aux rencontres. On revient sur la rencontre. Exactement. Évidemment, moi, ce passage me fait tout à fait penser, là encore, à l'enracinement cher à Simone Veil. Oui, bien sûr. Simone Veil, d'ailleurs, qui dans l'enracinement écrit cette phrase, j'ai envie de dire prophétique, qu'on devrait tous avoir en tête: qui est déraciné, déracinera. Exactement. Hein. Elle le met même au présent. Qui est déraciné, déracine. Exactement. Tout à fait. Exactement. Alors, pour revenir sur l'arbre chez Jean Lavoué, oui, il dit aussi dans un autre poème magnifique: arbre, ô mon frère, accueillir le vent, accepter sa place, grandir en silence, être refuge. Et ces 4 petits vers contiennent tout ce qu'on vient de dire finalement: l'acceptation du lieu où l'on est, l'accueil des nouvelles possibilités, l'acceptation des difficultés, grandir en silence, la place du silence est importante, on y reviendra, et être refuge, l'enfance des arbres, être refuge, c'est aussi accueillir les oiseaux, symbole d'une multitude aussi d'âmes, d'amis et de chants, bien sûr. Hein. Alors effectivement, chez Jean Lavoué, l'arbre a cette place
symbolique. Et on parlait en début d'entretien finalement, j'ai envie de dire, de l'incarnation de la poésie. Vous me posiez la question, est-ce que la poésie, c'est d'abord et avant tout en marche, en promenade? Je pense que oui. En tout cas, c'est ma façon de la vivre. Moi qui ne suis pas... j'ai envie de dire, moi, quand je lis la poésie, je reprends les termes de René Guicadou, dans un poème d'ailleurs qui s'intitule La poésie. Je te cherche sous les racines de mon cœur comme un enfant à l'intelligence retardée qui a peur. Alors c'est vrai que par rapport à la poésie, c'est pas facile, Beaucoup de gens ont peur de la poésie, j'ai peur de lire de la poésie. D'ailleurs, on en trouve peu dans les librairies, peut-être pour ça, parce qu'il y a d'abord une crainte. Est-ce que je suis à la hauteur de la poésie? Est-ce que je vais comprendre telle ou telle métaphore? J'y comprends rien, c'est pas pour moi. Alors que finalement, la poésie, c'est probablement d'abord une façon de ressentir le monde et d'être présent d'abord à soi et aux autres et à la nature, au chant de l'oiseau et au souffle du vent. Et puis il faut dire aussi que la littérature et les bibliothèques ou librairies aujourd'hui sont, le lieu, on voit bien la prédominance du roman. Oui. Ne serait-ce que même commercialement, évidemment, ça marche beaucoup, ça irrigue tous nos rayonnages depuis des décennies maintenant, ça irrigue aussi le monde du cinéma, parce que la plupart des films beaucoup sont faits à partir d'un écrit, d'un script qui vient d'un roman. Peu de films peuvent se targuer d'être issus de poésie, ou alors c'est un choix assumé par le cinéaste qui est quasiment sûr de rencontrer un insuccès au bout, mais on peut penser évidemment, personnellement je trouve que les films Tarkovsky sont hautement poétiques. En venant ici on parlait de Fellini également, il y a des films quand même qui se revendiquent de poésie. Et il faut peut-être le souligner aussi. Oui. C'est une manière pour nous aujourd'hui de passer de la poésie auprès d'un spectateur, d'un auditoire. Probablement. Après, vous mentionnez l'idée les romans que l'on trouve très majoritairement dans les librairies, c'est qu'on a besoin de narration. Il y a ce fameux proverbe, si peau d'âne m'était compté, voilà, effectivement, on se laisse bercer par une narration. Beaucoup de films sont narratifs. Alors si on prend il y avait aussi toute une partie, le nouveau roman n'était pas narratif, par exemple, je pense à La jalousie notamment, le roman d'Alain Robbe-Grillet, La jalousie, où il se passe rien, finalement. Mais qui lit encore Les Gommes de Robbe-Grillet? Pas grand monde, je pense, oui. Mais il faut dire qu'on a le droit aussi d'avoir envie de se laisser bercer dans une histoire poétique, ou alors en mettant une grande... je pense en vous parlant à un roman d'Armand Robin. Oui, dont nous avons un livre ici d'ailleurs. Et là, effectivement, nous sommes dans la salle Xavier Graal de la librairie Pension Glonec, donc à Pont-Aven, et derrière nous, il y a ce livre, Le temps qu'il fait. Sans parler de toutes les peintures qui nous environnent, qui nous entourent, qu'il faut absolument venir voir. Eh oui, c'est vrai. Alors dans Le temps qu'il fait, justement, on a une narration finalement, mais il se passe pas grand-chose. Et est-ce qu'on peut qualifier ce livre de roman? Oui, roman à cheval, parce qu'il utilise plusieurs formes. On a des dialogues type théâtre, on a des poèmes, on a tout un ensemble de pages écrites en octosyllabes, et puis on a des parties qui ressemblent très fortement à un roman. Et c'est un roman, en tout cas un roman autobiographique, puisque le narrateur, il prend un autre nom qu'Armand, puisque je crois que c'est Yann, parle de la mort de sa mère. Alors c'est une nuit qui devient finalement incroyable dans la façon dont il l'écrit, la nuit de sa mort, et puis après le dialogue avec son père, et le dialogue imaginaire aussi. Alors dialogue imaginaire probablement avec son père, mais sa mère aussi dans les cieux. Alors voilà le type de roman moi qui m'intéresse, mais je crois que on doit pas avoir beaucoup de lecteurs. Non. Et puis il y a aussi des auteurs qui aujourd'hui, si je puis dire, tablent sur les deux parties, écrivant aussi bien des romans que des essais que de la poésie. Par exemple, récemment eu sur cette antenne François Sureau, qui écrit Le lieutenant de vaisseau Patrocle, Passe avant des baleines. Ce sont des ouvrages, il écrit ici 3 ouvrages de poésie, et dans lesquels il pose des questions aussi qui nous interpellent dans notre contemporanéité. Je pense à la politique notamment. Vous me parliez des arbres. Les arbres sont également des images très employées en politique.
que ce soit la rose, que ce soit la fleur de lys, que ce soit aussi l'arbre pour certains partis. Et oui. Alors quel lien y a-t-il à faire entre l'usage qu'ont fait des arbres dans ce terrain de la politique et celui qu'en fait la poésie? Y a-t-il un lien possible? Parce que je reviens sur un passage du texte, vous dites « Par la personnification, le végétal devient parent aimant qui se réjouit de voir s'épanouir ses branches, laissant à chacune toute liberté de direction, de forme, d'épanouissement. Chaque branche aura sa propre taille, son orientation bien à elle, son destin, et l'arbre, indéfectiblement, continuera d'irriguer chacune d'elles de sa sève d'amour. Modèle d'amour véritable et d'acceptation des différences, comme autant de chances que l'être humain gagnerait à méditer. » Pensez-vous vraiment que les politiques en soient rendus à cette méditation par rapport à l'usage qu'ils en font? Très certainement non. Là, cette explication, c'est comment la façon dont je ressens l'utilisation, l'usage, le dialogue avec l'arbre qui est celui de Jean Lavoué dans sa poésie. Autrement dit, la poésie de Jean Lavoué. Et je vais vous citer Jean Lavoué pour ce poème, enfin pour ce que vous me dites. Le poème que j'explique dans le livre, l'arbre ne demande pas à ses branches de se liguer les unes contre les autres pour atteindre le ciel. Il se contente de les laisser croître. Bon, alors ça c'est beau. Hein. C'est l'usage qu'il faudrait qu'on en fasse effectivement peut-être davantage en politique et puis tout simplement en humanité, c'est-à-dire aussi bien les enfants que les amis que les connaissances, c'est laisser croître les autres et puis leur permettre leur direction tout en les nourrissant d'une parole. Et je crois que c'est la vocation de cette poésie. C'est pour ça qu'elle est si essentielle. C'est aussi pour ça que j'ai voulu la faire découvrir avec ce livre. Oui, il faut pas oublier que les branches aussi croissent attirées par ce que j'appellerais une transcendance qu'est la lumière pour eux. Je vais faire le lien évidemment avec la transcendance pour l'homme, qui est la présence, avec un grand P, dont parle souvent Jean Lavoué. Il l'explique dans son blog initié donc en 2007. Il discute, il dialogue, il échange avec des personnes de différentes sensibilités qui peuvent revenir à une transcendance, quelle qu'elle soit, attirée par quelque chose qui nous dépasse. Peut-être est-ce le beau. Le beau comme signature du divin. C'est ça, le beau comme signature du divin. Nous sommes dans l'apesanteur et la grâce que vous citiez tout à l'heure chez Simone Weil. En tout ce qui suscite chez nous le sentiment pur et authentique du beau, il y a réellement présence de Dieu, écrit-elle. Il y a comme une espèce d'incarnation de Dieu dans le monde dont la beauté est la marque. Oui. Alors là, on est à la fois très proche d'Etty Hillesum, parce que dans son journal, elle a des développements assez similaires, et aussi de ce qui se dégage de la poésie de Jean Lavoué. Vous me direz, c'est pas étonnant, puisque c'est un grand lecteur de ces deux femmes, Simone Weil et Etty Hillesum. Mais ce que vous dites évoque aussi une attitude par rapport à ce qu'on voit. Etty Hillesum disait à un moment donné, elle écrivait une lettre à une amie. Alors, ça peut paraître un peu rude, voire péremptoire la façon dont elle le dit, mais bon, là, ça fait partie aussi, je crois, de son tempérament. Et elle avait raison. Une amie se plaint qu'elle n'a pas le moral, que tout va mal. Et elle avait probablement raison, cette amie. Hein. Enfin, même pas probablement, elle avait raison quand on connaît la situation qui était la leur. Et Etty lui dit tâche de vivre avec les 3 arbres qui sont à ta fenêtre, comme si c'était une forêt. Alors, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un exercice, c'est un entraînement, en fait, d'accueil de toute la beauté qui peut se loger parfois dans les plus petites parties, même quand tout semble aller mal. Ça rappelle le passage du film La Grande Illusion, où Pierre Freinet témoigne son admiration au commandant de la forteresse, Erich von Stroheim. Il lui dit, une réplique qui doit être à peu près celle-ci, je remarque la patience et la passion avec lesquelles vous entretenez votre géranium. Ah oui. Et le commandant lui répond, il ne pousse ici que des orties, c'est la seule fleur de toute la forteresse. Oui. Donc voir quelque part un jardin à travers une seule fleur. Oui. J'ai en tête ce passage du film. Et d'ailleurs, je crois que il prend les ciseaux, il coupe la fleur. Si mes souvenirs sont bons, il doit ôter une feuille. Une sèche, feuille, voilà. Donc, séchée. effectivement, il se fait le jardinier, en fait, hein, même si il en est réduit à la portion congrue d'avoir une petite pousse. Tout en notant que eux, faisant partie d'une aristocratie européenne, sont en train
de passer, de disparaître. Et de devenir inutile. Hein. Effectivement, c'est ce passage de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, qui... Ça revient au serviteur inutile. Eh oui, oui, tout à fait. Oui. À l'image du serviteur inutile. Je reviens peut-être à ce serviteur inutile que peut nous sembler être un arbre au milieu d'une forêt, un parmi tant d'autres. Je suis cette fois-ci dans Attente de Dieu de Simone Weil. Nous savons bien à la ressemblance de quoi est fait cet arbre qui a poussé en nous. Cet arbre si beau où les oiseaux du ciel se posent. Nous savons quel est le plus beau de tous les arbres. Nulle forêt n'emporte un pareil. Quelque chose d'encore un peu plus affreux qu'une potence. Voilà le plus beau des arbres. C'est cet arbre dont Dieu a mis la graine en nous sans que nous sachions quelle était cette graine. Si nous avions su, nous n'aurions pas dit oui au premier moment. C'est cet arbre qui a poussé en nous qui est devenu indéracinable. Seule une trahison peut le déraciner. Alors voici un texte très beau. On trouve des résonances de ce texte dans la poésie de Jean Lavoué. Oui. Bon, qui est quand même, parce qu'il dit l'arbre est en toi, par exemple. Hein. L'arbre est en toi, l'exercice qui te sauve, faire comme l'arbre, imiter l'arbre, sentir effectivement que la sève, hein, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ce titre, la sève et le ruisseau. Enfin, que je l'ai trouvé, on pourra revenir sur le titre. C'est plus le titre qui s'est imposé à moi qu'autre chose. Comment donc alors ? Alors, comment ? J'avais un autre titre en tête que j'ai gardé longtemps, qui était celui-ci, Amis, soyons debout, et qui est un passage Amis au pluriel ou au singulier ? Amis au pluriel, qui est un passage d'un poème que j'aime beaucoup de Jean Lavoué, paru dans Chants ensemencés. Parce que je trouvais qu'il y avait dans ce vers beaucoup de choses, enfin ce vers de 3 mots finalement. Hein. Il y a le mot ami, donc l'amitié, la communauté. Soyons, l'être, la présence. L'usage de l'impératif, et dans le livre j'en parle un petit peu, de quelle façon il utilise l'impératif. Et debout, évidemment, la verticalité, l'arbre. Et après, alors j'ai été aussi conseillé, notamment par Gilles Baudry, donc qui m'a fait l'amitié et l'honneur de préfacer le livre. Il a bien vu que ces 3 mots coupés de leur contexte et de leur poème pouvaient avoir quelque chose qui pourrait ressembler à un slogan ou autre. Bref. Alors j'étais bien embêté et un soir j'ai couché quelques mots sur le papier en me disant ce qu'on appelle un nuage de mots. Hein. Et ça ne venait pas. Et puis bon, tant pis, j'avais quand même écrit un certain nombre de mots par rapport à la poésie de Jean Lavoué. Et j'ai été réveillé très tôt le matin, à 5h du matin. Il y avait des mots qui dansaient au-dessus de moi, littéralement. Hein. Et il y a 2 mots qui se sont arrêtés, la sève et le ruisseau. Et après, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Voilà. On parlait tout à l'heure du Blavet, hein, donc qui n'est pas un ruisseau mais un fleuve. Mais le ruisseau, c'est quelque chose de tout petit, ténu, qui va rejoindre les autres, hein, qui va rejoindre un autre ruisseau, un fleuve, etc., qui va s'agrandir et aller vers la mer pour irriguer. En même temps, on pense au cycle de l'eau et bien sûr à l'horizontalité fondamentale dans une poésie comme celle de Jean Lavoué, puisque c'est la poésie de la promenade, de la balade, de la nature, et aussi, et il faudra que nous y revenions, de la simplicité. Et puis la sève, c'est quelque chose d'intérieur, l'intériorité. Et c'est vrai que lui-même, en tant qu'éditeur, c'est poésie et intériorité pour sa maison d'édition. Donc la sève est intérieure, elle ne fait pas de bruit, ça coule sans faire. Enfin, c'est quelque chose de silencieux. Et donc c'est le parfait, pour moi, c'est le parfait symbole de l'intériorité et du divin aussi, qui vient, qui se prolonge dans nos veines et que nous avons à accueillir et qui nous permet de grandir aussi. Donc voilà pour la sève et le ruisseau pour le titre. Je reviens moi sur les mots qui dansaient autour de vous dans votre sommeil ou à votre réveil. Est-ce le rêve de tout professeur de français ? Parce que souvent on leur donne un autre poids, hein. C'est celui de la dissertation, c'est celui du commentaire de texte, c'est celui que les élèves n'auront pas retenu ou n'auront pas réussi à mettre sur le papier. Ils peuvent avoir un certain poids dans ces cas-là, c'est aussi celui des bulletins de notes. Des mots qui dansent au-dessus de la tête à notre réveil après en avoir mis sur le papier, c'est à la fois une belle figure, mais c'est peut-être aussi, C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Moi qui enseigne le français, des fois je me dis, bon, est-ce que les mots, je les fais danser ou est-ce que je les plaque
c'est bon, c'est très compliqué pour répondre à cette question parce que il faut un certain bagage, il faut quand même mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à enseigner un peu de façon mécanique, alors que on est surpris des fois de voir comment les choses peuvent se faire dans les cœurs et dans les esprits de façon plus simple et plus aisée, plus facile que ce qu'on croirait. Là, bon, pour parler rapidement d'une expérience professionnelle, j'ai travaillé avec des élèves de 6e plusieurs séances sur des poèmes de Guilvic, du domaine. Dont nous avons certains livres ici d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et je me suis dit, oulala, après, j'ai eu peur à un moment donné que ce soit trop compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a un élève qui m'a dit, mais ça veut rien dire. Oui, c'est vrai que ça ne voulait rien dire, enfin comme ça, hein. Mais poème mis bout à bout, ça dessine justement un domaine, ça dessine le domaine. Et les élèves se sont appropriés sans bien le comprendre, et on a fait des exercices d'écriture à la manière d'eux, et ils ont été eux-mêmes surpris de voir à quel point finalement ça pouvait rendre quelque chose, et surtout exprimer quelque chose. Et puis peut-être parvenez-vous à les faire goûter à ces mots par la rencontre, parce que c'est comme ça que vous ouvrez votre livre, que les pages qui suivent aient réussi au moins en partie à éviter ces écueils et qu'elles permettent une belle rencontre. C'est tout ce en quoi je mets mon espoir, et ce sera au lecteur d'en juger. Donc nous voilà avertis, et nous faisons donc beaucoup de rencontres, évidemment grâce à vous, à la poésie de Jean Lavoué. Nous avons cité Simone Veil, nous avons cité Etty Hillesum, nous avons cité Bernard de Clairvaux, nous avons cité René Guy-Cadou, Guilvic, Xavier Graal. Je pense évidemment également, puisque vous le citez là encore, à Antoine de Saint-Exupéry. Nous sommes à la page 81 de ce livre. Nous revenons sur les arbres. L'arbre pour qui le contemple, et le contempler dans sa lente croissance requiert la patience, est source de la véritable connaissance. Les arbres t'enseigneront plus que tous les livres, annonce le premier vers d'un poème de Fraternité des lisières. Et il y a ici une petite note très intéressante à lire, évidemment, parce que ça m'a fait penser évidemment à cette citation. Même si le poète donne le nom du moine Bernard de Clairvaux, à l'origine de cette formule, les forêts t'apprendront plus que les livres, il n'est pas interdit de faire le rapprochement avec la première phrase du récit qui est magnifique, Terre des hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry, auteur très apprécié de Jean Lavoué. La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Et je crois que même que Antoine de Saint-Exupéry ajoute, parce qu'elle nous résiste. Exactement, parce qu'elle nous résiste. Oui, oui, tout à fait. Alors moi j'ai un faible pour Antoine de Saint-Exupéry, parce que justement on est sur une grande spiritualité de la communauté aussi, et littéralement Saint-Exupéry sur son avion, enfin dans son avion il est entre ciel et terre, oui. Et il nous décrit à la fois la terre vue d'en haut, on a parfois des magnifiques descriptions dans Vol de nuit, et cela génère chez lui des méditations sur les vies humaines, et puis voilà quelqu'un qui tutoie les étoiles et qui tutoie l'au-delà, hein, puisque Saint-Exupéry avait une foi à mon avis très très importante, très forte. Il suffit de lire sa lettre au général X par exemple, pour s'en rendre compte. Tout à fait. Ou alors un livre qui est à mon avis trop peu lu, trop peu étudié et souvent mal compris, c'est Citadelle. Citadelle, ouais, évidemment. Bien sûr. Ouais. C'est magnifique. Ah, c'est splendide. C'est inachevé, mais une réflexion à chaque page, comme s'il fallait soulever toutes ces pages comme des feuilles mortes tombées depuis trop longtemps. Oui, et tout à l'heure on parlait de l'affectif suspendu et tendu par le spirituel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Citadelle. Oui. Il n'aime pas les complaintes, il n'aime pas, voilà, il dit voilà, j'aimais pas les mendiants qui venaient avec leur plaie, etc. Et je leur disais partez. Alors ça peut paraître dur comme ça si c'est mal lu, mal compris, mais en fait voilà, il voulait les suspendre avec autre chose en fait, avec ce que le Petit Prince dit finalement, que l'essentiel est invisible pour les yeux, hein, que ça c'est une phrase que les gens connaissent davantage, mais voilà, qui est finalement à remettre dans toute l'œuvre de Saint-Exupéry. Est-ce que justement cette phrase du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry n'incarne-t-elle pas le fait que la poésie que vous défendez, dont vous parlez dans cet ouvrage, constitue ou peut constituer pour l'homme une terre d'asile? Oui, alors comme la planète sur laquelle vit ce Petit Prince. Exact. Alors, pourquoi j'ai mentionné cette expression de terre d'asile? Parce que l'enfance des arbres, premièrement, c'est une façon d'accueillir les graines,
Et c'est aussi une façon de résister au brouhaha du monde, parfois. Et cette terre d'asile permet à de nombreuses personnes de se retrouver dans cette poésie. Et là, je voudrais qu'on aborde un aspect très important, c'est la simplicité. C'est pour ça que je parle de terre d'asile, finalement. C'est aussi parce que c'est une poésie qui est simple dans ses constructions, et elle est abordable. Oui, tout à fait abordable. Il y a d'autres poètes, enfin pour moi, si on prend un Stéphane Mallarmé par exemple, je ne parviens pas à rentrer dedans. C'est trop compliqué pour moi, et d'autres poètes aussi. Ce n'est pas la langue de Huysmans. Non, ah oui. Alors là encore, oui. Là, on passe encore à un autre stade. Il faut le voir avec un dictionnaire à côté. Et exactement. Encore complet le dictionnaire. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ah oui, exactement. Il n'y a pas de jeu intellectuel. Mais comme je l'écris dans le livre, c'est pas une poésie simpliste. C'est une poésie simple et qui va vers la pauvreté franciscaine. Oui. Pourtant, quand on lit et qu'on relit tous les recueils de Jean Lavoué, on voit bien qu'il y a une langue de Jean Lavoué avec l'usage de certaines figures de style de prédilection, des thèmes aussi, et un vocabulaire. Mais tout ça est simple. Et un jour, je discutais avec lui et il me disait justement qu'il voulait écrire pour qu'on puisse le lire simplement. Peut-être voulait-il qu'on le lise nous-mêmes en marchant comme lui, c'est-à-dire sans avoir une armada de dictionnaires à côté de nous. Oui, c'est ça. Nietzsche disait on reconnaît des œuvres qui sont écrites assis de celles qui sont écrites en marchant. Oui. Alors bon, lui, il écrivait beaucoup en marchant, et c'est vrai que Jean Lavoué écrit beaucoup en marchant aussi, et c'est vrai qu'il y a une fluidité. On parlait du Blavet, on parlait du fleuve. Je crois que à force de marcher, d'écouter les oiseaux, de sentir le vent, parce qu'il y a par chez nous il y a quand même du vent souvent, de voir effectivement les arbres aussi qui sont en perpétuelle métamorphose. On voit par la fenêtre des arbres qui deviennent verts et les feuilles grossissent, et après les feuilles s'en vont, c'est l'automne, l'arbre est nu. Eh bien, je crois que tout ça a imprégné sa poésie. Et Jean Lavoué a beaucoup écrit. C'est aussi peut-être d'abord un essayiste. Enfin, d'abord, je parle en termes chronologiques. Il a mis un certain temps à écrire sa poésie. Et je crois aussi qu'il a attendu pour ça. Il a attendu d'avoir suffisamment, mon expression va paraître surprenante, d'avoir suffisamment peu de mots. Parce que c'est tout un art d'écrire avec peu de mots. Oui. Mais vous l'écrivez très bien. Je vais vous citer une fois de plus. Dans une poésie qui n'emploie que des mots aisés à comprendre, des substantifs usuels, très ordinaires, la forme ne peut être que simple et l'architecture sobre. Voilà pourquoi le poète ne compose que des vers libres qui contiennent moins de 10 mots, parfois seulement 4 ou 5. Courts sont-ils, et c'est tant mieux. Ainsi, place est offerte dans le blanc de la ligne au silence. Les mots, pour être entendus, ont besoin de silence, comme un corps pour danser a besoin d'espace, comme une mélodie pour être reconnue a besoin de silence. Et vous citez 3 vers qui sont très brefs. Ce que cherche le chant, c'est tout ce vide, cet espace blanc de la page qui l'entoure. Sa part vive, sa lumière. Alors, je me suis posé cette question. Pouvons-nous comprendre là une poésie paraissant aujourd'hui très épurée, répondant aux besoins actuels de silence, dans une époque survoltée où nous avons des chaînes d'information en continu, il suffit d'allumer la radio, il y a du bruit partout, par rapport à une poésie et des poètes, par exemple, prenez Chrétien de Troyes, vous prenez tous les poètes du XVIIIe, vous prenez, le XIXe siècle, Victor Hugo, Alfred de Musset, Vigny, Mallarmé, vous l'avez cité, au texte plus dense, plus long. Parfois, un poème est une histoire sur des pages et des pages, et Peggy sur des livres entiers, où le silence en général était beaucoup plus existant, présent que dans notre monde à nous. Est-ce que la poésie, je veux dire, est la réponse à un besoin correspondant à l'époque où elle naît? Ah oui. Et je pense que cette poésie-là de Jean Lavoué, avec cet usage du silence, est la réponse tout à fait adéquate. Quand on ouvre les quatrains de François de Chêne, il en est de même. Exactement, bien sûr. Son dernier, d'ailleurs, livre magnifique, où effectivement chaque mot est pesé, chaque mot est libéré aussi de son trop-plein.
Alors, on en revient à cette écriture. Je reparle une dernière fois, c'est promis, d'Etty Hillesum, qui souhaitait écrire, hein, qui malheureusement n'en a pas eu la possibilité. Elle disait, si j'écris, ce sera comme une estampe japonaise. Donc voilà, enlever tout le superflu pour ne laisser que la suggestion et ce qui est important. Et alors, vous avez cité un poème de Jean Lavoué. Je vous en cite un autre. Alors celui-ci est tout en verticalité. Habite ton corps, ralentit le temps, exulte dans le passage. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers en fait. Hein, donc c'est quasiment des vers mots. Donc on voit bien effectivement que il faut pas s'encombrer, mais au contraire élaguer, si je puis employer ce mot un peu trivial là, dans le contexte. Mais voilà, laisser beaucoup de choses offertes au silence. Et pourquoi ? Parce que vous disiez le brouhaha. Oui, il faut se retirer du brouhaha. Et Jean Lavoué l'exprime très bien dans sa poésie. Si le silence s'invite en toi, fais-lui toute la place. Et c'est pour ça aussi qu'il a besoin de la nature. Parce que les villes, alors je fais un petit développement dans le livre, sont toujours dangereuses. Parce qu'elles font trop de bruit. Elles font trop de bruit, ainsi que les écrans. Même s'ils sont muets, puisqu'il parle des écrans muets, tout ça c'est du divertissement. Et ce divertissement-là nous fait nous passer à côté de nous-mêmes, à côté de l'essentiel. D'où le besoin du silence. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est pareil, ce mot silence, on retrouve beaucoup dans sa poésie. Cela rappelle la tentation du Christ au désert qui vient chercher le silence et qui est gêné par le bruit de Satan, qui lui propose, au pinacle de cette tentation, de lui donner ses villes. Exactement, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est synonyme de puissance, de pouvoir et de bruit, ces villes. Oui. Et tout ça, effectivement, est trompeur et factice. Hein, dans un poème de Jean Lavoué, il est question des soleils factices. Voilà, de la ville. Alors justement, je vais faire un aparté, parce que je voulais vous en parler. Et malheureusement, même en poésie, le temps parfois nous presse. Nous courons la poste. Nous sommes page 98 de votre ouvrage, toujours La Sève et le ruisseau. La ville représente ce lieu de délitement des liens, de déracinement, de mensonges, et par là même, lieu, voire cause au moins seconde, de la violence et du dérèglement. Et vous citez 2 vers. Partout dans le feu des villes, la fureur de l'homme ne faiblit pas. Ces villes, au soleil factice, aveuglent l'esprit. Ils lui barrent le chemin de la splendeur véritable. Elles font triomphe aux apparences et détournent leurs habitants, rivés aux vitrines, de l'horizon à chercher pour rejoindre la vraie parole. La ville engendre parce qu'elle se replie sur elle-même et tourne le dos à la nature, des soleils factices. Alors je vais refaire un pas de côté cinématographiquement parlant, mais ça rappelle tout à fait le film Soleil Vert. Ah oui, qu'on a revu d'ailleurs récemment parce que je sais plus ce que ça. Avec Charlton Heston. Oui. Alors pourquoi il était question de Soleil Vert récemment ? Parce que je crois que le futur de Soleil Vert c'était en 2024 ou en 2023. En 2023, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Ah bah là il y a plus que la ville. Il y a plus que la ville et le détournement de la nature, à tel point d'ailleurs qu'on finit par devenir anthropophage, hein, si je puis dire, hein, puisqu'on c'est le secret. Ouais, c'est le secret. Et puis effectivement, cette nature n'existe plus que sur un écran et pour le temps de la mort. Hein, le passage. Passage très 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 fort, bien sûr. Hein. Ornières quadrillées, effectivement, que sont les villes, nous dit Jean Lavoué aussi. Alors que finalement, être dans la nature, c'est aussi, comme le dit Xavier Graal, célébrer la messe de l'univers. Dans le rituel breton, Xavier Graal dit « Il faut chaque jour célébrer la messe de l'univers ». Et puisqu'on est à Pont-Aven aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de rappeler cette parenté aussi de vue entre on va dire, la spiritualité de Graal par rapport à la nature, par rapport à cette Bretagne, à cet attachement, et celle de Jean Lavoué. Il faut citer quand même peut-être aussi la différence. Vous les différenciez bien. Hein. Ah oui. On comprend bien que ce ne sont pas du tout la même psychologie. Non. C'est juste un passage. Nous sommes à la fin. Lavoué admire Graal, et l'aime, nous pensons, comme un autre lui-même, comme cet être si ténébreux et si mélancolique qu'il aurait pu devenir.
Les deux écritures sont pourtant bien différentes. À gros traits, nous pourrions dire par jeu d'esprit que si l'avoué écrit avec une plume d'oiseau, Graal écrit avec un biseau, incisif, ça c'est sûr qu'il l'était. Le poète de Pont-Aven aiguise son propos à la moindre occasion. Cela donne des vers splendides et puissants, comme ceux par exemple. Mes contemporains, vois-tu, ne sont plus bons à rien. Ils ne savent plus ce que veut dire le mot épopée. Mais avouons-le, ce cri de tempête qui vient du creux des eaux, ce n'est guère reposant. L'avouer, c'est presque l'inverse. Un grand moment de retenue et de communion, un souffle posé et apaisé. Sa poésie, même si elle est toujours à la lisière, signe l'après, le retour à la lumière. Point virgule. Celle de Graal se démène encore souvent dans le clair-obscur. Donc oui, il y a des différences notables et vous les signifiez. Je veux dire par là que quelqu'un qui viendrait par exemple dans cette librairie peut trouver des poèmes qui lui conviendront un jour, selon son état, et d'autres un autre jour. Mais pas seulement convenir parce qu'il a envie de manger cela, Oui. c'est aussi convenir parce que ça lui donne à manger quelque chose auquel il ne s'attend pas et qui peut l'amener vers un apaisement, ou alors vers un réveil. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette poésie de Graal, alors c'est vrai que, bon, j'ai dit, il écrit de façon incisive, c'est vrai, mais peut-être plus dans les romans finalement que dans la poésie. Voilà. Bon, là, je viens de relire Solo. Alors c'est vrai que Solo, il y a plus de douceur. On a un homme malade bientôt au terme de sa vie. Oui. Le rituel breton, c'est un peu plus âpre. Mais je pense aussi à des romans un peu coup de poing comme Cantique à Mélila, c'est un roman que j'aime beaucoup. Mais vous parliez de psychologie, c'est vrai que Jean Lavoué a beaucoup étudié Xavier Graal, il lui a consacré Christ Blues, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure, dans lequel d'ailleurs il écrit qu'il y a un noyau ténébreux de mélancolie et de culpabilité chez Graal. Oui. Et là, Lavoué a fait une belle étude sur le sujet. En parlant du frère de Graal décédé, donc le frère prêtre décédé, et effectivement, pourquoi pas y voir une sorte de culpabilité, aussi un besoin de reconnaissance. Glenmore disait aussi de Graal que Graal a été quand même un type de mauvais caractère parfois, et puis qu'il avait besoin de cette reconnaissance en fait. Oui. Donc on n'a pas du tout effectivement les mêmes psychologies. Moi qui connais Jean Lavoué, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que, et je le dis dans l'avant-propos, l'homme ressemble à sa poésie. Voilà. Parce que c'est bien beau des fois d'écrire des belles choses, et puis il faut que la vie soit en concordance avec. Et c'est vrai qu'on a une personne ouverte aux autres, comme sa poésie et, comme vous le disiez tout à l'heure, terre d'asile. Quel lien faites-vous aujourd'hui entre la poésie toutes ces années de Jean Lavoué et celle de Christian Bobin? Je sais qu'ils ont correspondu sans se voir. Cela transparaît-il dans ce qu'il a pu écrire? Il y a une grande admiration de Lavoué pour Bobin, dans la simplicité justement du vocabulaire. Et c'est vrai que Bobin, il est très fort pour ça. Il nous dit plein de choses en peu de mots. Maintenant, les deux écritures sont pas non plus, ne se ressemblent pas forcément. Bobin écrit beaucoup en prose après tout, ce qui n'est pas du tout le cas de Jean Lavoué. Alors Jean Lavoué, en tant qu'essayiste, a une écriture très dense, et en tant que poète, son écriture est légère et il vise à la simplicité. Moi, il me semble en tout cas que chez Bobin, il y a une sorte de méditation poétique, philosophique, tout ça est entremêlé. Le lien que je verrais, c'est ce lien vers justement le très bas. Le très bas, donc, qui est un titre d'ailleurs de Bobin. Voilà, pour les deux, je crois que le divin est dans le très bas, et non pas dans la puissance ou dans la hiérarchie où on parlait de surmoi tout à l'heure. Non, il est dans un accueil. Et là, les deux auteurs sont très proches par rapport à cela. Et cet accueil-là, il passe par l'accueil des autres et aussi par la nature. Mais alors, Christian Bobin, dans Le Muguet Rouge, a des développements très inquiets, finalement, qu'on retrouve pas forcément dans ces autres recueils. Enfin,
si particulièrement inquiet sur la marche du monde, hein, Oui. il écrit, je crois, cette phrase qui est magnifique, la modernité, bon, c'est quelque chose comme ça, a réussi le crime parfait, puisque même les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Et bon, là, il y a quand même il y a aussi quelque chose de vrai qui se dit. Voilà, parce que on parlait des villes, on parlait de la puissance, j'ai vu que vous aviez apporté aussi des ailes pour l'Ukraine, autre recueil de Jean Lavoué. Voilà, la volonté de puissance fait qu'on arrive aussi à détruire les possibilités de vie et de partage, tout simplement. Voire à hypothéquer l'avenir aussi. Tout cela me pousse à dire que cette poésie de Jean Lavoué est une poésie qui nous invite à nous mettre à l'écoute, peut-être de cette nature justement, loin du tumulte des villes. Je reviendrai sur 2 passages de ce livre, peut-être pour finir. Vous citez ce petit passage. « Qu'est-ce qu'un poème si ce n'est cri d'oiseau aux frontières du silence ? L'oiseau, silence des mots, beauté de l'élan, révélation de vibrations, vient se nicher dans le cœur même du promeneur. Le silence ne peut advenir qu'en compagnie du chant de l'oiseau. » Cela rappelle la légende du moine cherchant finalement en dehors des murs de son monastère la présence de Dieu dans la nature, qui contemple un oiseau qui arrive sur une branche d'églantier, qu'il entend chanter, et qui après son chant revient à son monastère, sans se rendre compte que 1000 ans sont passés. Il n'est plus reconnu par personne, et tout ça pour dire que un jour est comme 1000 ans, et là-haut 1000 ans sont comme un jour, il n'a pas vu le temps passer, et pendant ce temps-là, il s'est tu, et je fais le lien avec le silence dont vous parlez. Le silence, c'est donc d'abord une discipline. Se taire en parole, c'est apprendre à faire taire au fond de son cœur ce qui s'agite et ce qui l'agite. Se taire, c'est éviter de blesser autrui, d'accaparer autrui, et par là de blesser l'humanité qu'on porte en soi. Ça me fait penser à saint Arsène du Désert, qui disait il s'était déjà reproché d'avoir pu parler, mais jamais de se taire. Et ensuite, ça fait penser tout simplement aux Chartreux aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et je cite un extrait d'un poème de Jean Lavoué. « Le silence est une vigile haute qui apaise la houle de ton cœur. » On voit bien ici que le silence est une veille pour soi-même aussi. Il faut apprendre à taire ses sentiments, à se taire, non pas à les interdire, mais à leur laisser le temps de s'apaiser. Et la suite, et celle-ci, toujours par rapport au silence, « Il met une garde à ta bouche et à tes lèvres. » Alors ce passage m'évoque bien sûr le psaume 141, verset 3. « Il met une garde à ta bouche » et là, la vertu du silence n'est plus seulement pour soi-même, mais pour autrui. Éviter justement de blesser. Et alors, vous évoquiez les Chartreux, ce silence complet, c'est aussi le silence de Dieu. Voilà, qu'on retrouve, la parole est silencieuse. Ça peut paraître paradoxal, mais cette idée-là, on la retrouve souvent dans cette poésie aussi. La prise légère. Et exactement, tout à fait, oui, oui. Et tout à l'heure, je parlais des écrans muets, hein, c'est une expression que je reprends d'un poème de Jean Lavoué. Il ne faut pas confondre parole silencieuse et écran muet. La parole silencieuse nous dit quelque chose dans le silence. Le brouhaha des écrans fait du bruit, mais il est muet. Il ne transmet rien. Merci, Olivier Risser. Merci beaucoup, Geoffroy.